Si stupide. Bien sûr qu'il avait vu. J'aurais dû apprendre à faire ce qu'il aurait fait. Hausser les épaules et tout oublier. Mais je n'étais pas comme ça. Il ne me serait jamais venu à l'esprit de dire, qu'importe s'il a vu. Maintenant il sait. Ce qui ne m'effleurait pas l'esprit non plus, c'est que quelqu'un qui vivait sous notre toit, qui jouait aux cartes avec ma mère, déjeunait et dînait à notre table, récitait pour le plaisir la bénédiction hébraïque le vendredi, dormait dans un de nos lits, se servait de nos serviettes, fréquentait nos amis, regardait la télévision avec nous les jours de pluie, quand nous étions assis sous une couverture dans la salle de séjour parce qu'il faisait plus frais, et que nous nous sentions si bien là, tous ensemble, en écoutant le léger crépitement de la pluie sur les fenêtres. Que quelqu'un dans mon entourage immédiat pût aimer ce que j'aimais, désirer ce que je désirais, être ce que j'étais. Cela ne m'aurait jamais traversé l'esprit parce que j'avais encore l'illusion que, en dépit de ce que j'avais lu dans des livres, déduit de certaines rumeurs, et entendu ça et là en prêtant l'oreille à des propos grivois, aucun garçon de mon âge n'avait jamais voulu être à la fois homme et femme, avec les hommes et les femmes. J'avais déjà désiré des garçons de mon âge et couché avec quelques filles. Mais avant de l'avoir vu descendre du taxi et entrer chez nous, et pendant un bon moment après, il ne m'aurait jamais semblé possible que quelqu'un de si parfaitement à l'aise avec lui-même pût désirer m'offrir son corps autant que je brûlais de lui abandonner le mien. Et pourtant, 2 semaines après son arrivée, tout ce que je désirais chaque nuit, c'était l'entendre sortir de sa chambre. Non par la porte du palier, mais par la porte-fenêtre qui donnait sur notre balcon. Je voulais entendre celle-ci s'ouvrir, entendre ses espadrilles sur le balcon, puis le bruit de ma propre porte-fenêtre, qui n'était jamais complètement fermée, lorsqu'il la pousserait et entrerait dans ma chambre après que tous les autres seraient allés se coucher. Et il se glisserait sous mon drap, me dévêtirait sans un mot, et après m'avoir amené à le désirer plus qu'il ne me semblerait que je désirerais jamais un autre être humain, très doucement, et avec l'affection qu'un juif témoigne à un autre juif, pénétrerait en moi, très doucement, après avoir entendu les mots que je me répétais depuis des jours. « S'il te plaît, ne me fais pas mal », qui signifiait « fais-moi aussi mal que tu veux ». Je restais rarement dans ma chambre pendant la journée. Chaque été depuis quelques années, je m'appropriais une table ronde avec un parasol dans le jardin près de la piscine. Pavel, notre hôte précédent, avait préféré travailler dans sa chambre, dont il sortait de temps à autre pour voir la mer ou fumer une cigarette sur le balcon. Maynard avant lui avait aussi travaillé dans sa chambre. Oliver avait besoin de compagnie. Il s'était d'abord installé à ma table, mais il prit l'habitude d'étaler un grand drap sur la pelouse et de s'y étendre, parmi les feuillets de son manuscrit et ce qu'il aimait appeler ses affaires. Verre de citronnade, crème solaire, livres, espadrilles, lunettes de soleil, stylos de différentes couleurs et cassettes qu'il écoutait avec un casque, si bien qu'il était impossible de lui parler s'il ne vous parlait pas d'abord. Parfois, quand je descendais de ma chambre le matin avec mes partitions ou des livres, il était déjà vautré là au soleil, en maillot de bain rouge ou jaune, en sueur. On allait courir ou nager, et au retour, le petit déjeuner nous attendait. Puis il prit l'habitude de laisser ses affaires sur la pelouse et de s'étendre sur le bord carrelé de la piscine. Un endroit nommé paradis, comme dans « C'est le paradis ». Car il disait souvent après le déjeuner « Je vais au paradis maintenant », ajoutant en manière de plaisanterie entre latinistes « pour apricor », me chauffer au soleil. Nous le taquinions au sujet des innombrables heures qu'il passait abondamment enduit d'huile solaire, allongé au même endroit au bord de la piscine. « Combien de temps êtes-vous resté au paradis ce matin ?» demandait ma mère. « 2 heures d'affilée. Mais je compte y retourner cet après-midi pour une bien plus longue applicatio. » Aller à l'orée du paradis signifiait aussi pour lui se coucher sur le dos le long du bord de la piscine avec un pied trempant dans l'eau, son casque sur les oreilles et son chapeau de paille sur le visage. Voilà, pensais-je alors, quelqu'un à qui rien ne manque. Je ne comprenais pas un tel sentiment. Je l'enviais. « Oliver, tu dors ?» lui demandai-je quand la torpeur et le calme devenaient oppressants. Presque un soupir, sans qu'un seul muscle bougeât dans son corps. Je dormais.
Pardon. Ce pied dans l'eau, j'aurais pu en embrasser chaque orteil, puis embrasser ses chevilles et ses genoux. Combien de fois mon regard s'était-il posé sur son maillot de bain quand son chapeau recouvrait son visage? Il ne pouvait pas savoir ce que je regardais. Ou bien, Oliver, tu dors? Long silence. Non, je réfléchis. À quoi? Ses orteils agitaient un peu l'eau. À l'interprétation que donne Heidegger d'un fragment d'Héraclite. Ou bien, quand je ne m'exerçais pas à la guitare et qu'il n'écoutait pas de la musique avec son casque sur les oreilles, toujours avec son chapeau de paille sur le visage, il rompait soudain le silence. Elio? Oui? Que fais-tu? Je lis. Non, tu ne lis pas. Je pense alors. À quoi? Je mourais d'envie de le lui dire. C'est personnel, répondais-je. Alors tu ne me le diras pas. Alors je ne te le dirai pas. Alors il ne me le dira pas, répétait-il pensivement, comme s'il expliquait la chose à quelqu'un d'autre. Comme j'aimais cette façon qu'il avait de répéter ce que je venais moi-même de répéter. Cela me faisait penser à une caresse, ou à un geste totalement accidentel la première fois, mais qui devient intentionnel la deuxième, et encore plus la troisième. Cela me rappelait la manière dont Mafalda faisait mon lit chaque matin. D'abord en repliant le drap du dessus par-dessus la couverture, puis en le repliant encore sur les oreillers, et une fois de plus sur le couvre-lit, si bien que j'avais le sentiment qu'il y avait là entre tous ces plis la promesse de quelque chose d'à la fois fervent et indulgent, tel un consentement dans un instant de passion. Le silence était toujours plus léger et moins gênant l'après-midi. « Je ne le dirai pas », confirmai-je. « Alors je me rendors », disait-il. Mon cœur battait la chamade. Il savait sûrement. Profond silence encore. Un moment plus tard, « C'est le paradis », et je ne l'entendais plus prononcer un seul mot pendant au moins 1 heure. Je n'aimais rien tant que de m'asseoir à ma table le matin et travailler à mes transcriptions, tandis que, couché sur le ventre au bord de la piscine, il annotait les pages qu'il allait chercher chaque jour chez la signora Milani, sa traductrice à B. « Écoute ça », disait-il parfois en retirant son casque, rompant le silence oppressant de ces longues et étouffantes matinées d'été. « Écoute un peu ces idioties. » Et il lisait à voix haute un passage qu'il n'en revenait pas d'avoir écrit des mois plus tôt. « Tu y comprends quelque chose? »« Pas moi. »« Cela avait sans doute un sens pour toi quand tu l'as écrit, » répondis-je un jour. Il réfléchit comme s'il pesait mes paroles. « C'est la chose la plus gentille qu'on m'ait dite depuis des mois. » Il avait prononcé ces mots très sérieusement, comme s'il était sous le coup d'une révélation soudaine et pensait que mes paroles signifiaient beaucoup plus que je ne le pensais moi-même. Je me sentis gêné, détournai les yeux et finalement marmonnai la première chose qui me vint à l'esprit. « Gentille? » ?»« Oui, gentille. » Je ne voyais pas ce que la gentillesse avait à voir avec ça. Ou peut-être ne voyais-je pas bien où tout cela menait et préférais-je laisser les choses suivre leur cours. Silence encore, jusqu'à ce qu'il parle à nouveau. Comme j'aimais qu'il rompe le silence entre nous pour dire quelque chose, n'importe quoi, ou pour demander ce que je pensais de X ou si j'avais entendu parler de Y. Personne chez nous ne me demandait jamais mon opinion sur quoi que ce fût. S'il n'avait pas déjà compris pourquoi, il comprendrait bien assez tôt. Il ne tarderait pas à se ranger à l'avis de tous, j'étais le bébé de la famille. Et pourtant, il était dans sa 3e semaine chez nous et me demandait si j'avais entendu parler d'Athanasius Kircher, Giuseppe Belli et Paul Celan. Oui. J'ai presque 10 ans de plus que toi et jusqu'à tout récemment, je n'avais jamais entendu parler d'aucun d'entre eux. Je n'y comprends rien. Pourquoi? Papa est professeur d'université. J'ai grandi sans télé, tu comprends maintenant? Retourne à ton grattage de cordes, veux-tu? Dit-il comme s'il empoignait une serviette et me la jetait à la figure. J'aimais même sa façon de me rabrouer. Un jour, en déplaçant mon cahier sur la table, je renversai accidentellement mon verre qui tomba sur la pelouse sans se casser. Oliver, qui était près de là, se leva, le ramassa
et le posa, pas seulement sur la table, mais juste à côté de mes pages. Je n'arrivais pas à trouver les mots pour le remercier. « Tu n'étais pas obligé », dis-je finalement. Il laissa s'écouler assez de temps pour que je comprenne que sa réponse ne serait sans doute pas désinvolte ou insouciante. Je voulais le faire. Il voulait le faire, pensai-je. Je voulais le faire, l'imaginai-je répété, gentil, obligeant, chaleureux, comme il l'était quand l'humeur l'en prenait. Pour moi, ces heures passées à cette table ronde en bois dans notre jardin, avec l'ombre imparfaite du grand parasol sur mes papiers, le tapotis des vagues contre les rochers géants en contrebas et, venant de quelques maisons des environs, le son assourdi des succès musicaux de l'été qui passaient en boucle, tout cela est à jamais lié au souvenir de ces matins où ma seule prière était que le temps s'arrête, que l'été ne finisse jamais, qu'Oliver ne reparte jamais, que la musique passe en boucle à jamais. Je ne demande pas grand-chose et je jure que je ne demanderai rien de plus. Que voulais-je? Et pourquoi ne pouvais-je savoir ce que je voulais alors même que j'étais tout à fait prêt à reconnaître sans ménagement la vérité? Peut-être voulais-je qu'il me dise qu'il n'y avait rien d'anormal en moi, que je n'étais pas moins humain que tout autre garçon de mon âge? J'aurais été satisfait et n'aurais demandé rien d'autre que de le voir me rendre la dignité que j'aurais si aisément pu jeter à ses pieds. J'étais Glaucos et il était Diomède. Au nom de quelque culte obscur parmi les hommes, je lui donnais mon armure dorée en échange de la sienne en bronze. Échange équitable. Ni l'un ni l'autre ne marchandions, de même que ni l'un ni l'autre ne parlions d'économie ou d'extravagance. Le mot amitié venait à l'esprit. Mais l'amitié, telle qu'elle est définie par tout le monde, était quelque chose de trop fruste et rudimentaire pour m'intéresser vraiment. Ce que j'ai dû désirer, depuis l'instant où il est descendu du taxi jusqu'à nos adieux à Rome, c'est ce que tous les humains espèrent les uns des autres, ce qui rend l'existence vivable. Cela allait devoir venir de lui d'abord, puis peut-être de moi. Dit donc que lorsqu'une personne est vraiment éprise d'une autre, celle-ci doit inévitablement être éprise aussi? Amor canulamato amar perdona. Les mots de Francesca dans l'Inferno. Attends et espère. J'espérais, mais peut-être était-ce ce que j'avais toujours voulu. Attendre et espérer à jamais. Tandis que je travaillais à mes transcriptions, assis à ma table ronde le matin, ce n'était pas de son amitié ni rien de tel que je me serais volontiers contenté, mais seulement de pouvoir continuer à lever les yeux et le voir là, avec sa crème solaire, son chapeau de paille, son maillot de bain rouge, sa citronnade. Oui, lever les yeux et te voir là, Oliver, car le jour viendra bien assez vite où tu ne seras plus là quand je lèverai les yeux.